Ma sœur a ricané, peut-être que mourir te rendra intéressante. Alors j'ai annulé leurs cartes, coupé leur électricité, et laissé la banque s'occuper du reste. Ma sœur a ricané et m'a envoyé un texto alors que j'étais en soins intensifs. Peut-être que mourir te rendra intéressante. Ce message a été le détonateur. En réponse, j'ai annulé leurs cartes de crédit, coupé leur électricité et laissé la banque s'occuper de leur maison. C'est une histoire de trahison familiale, de survie et de la douce saveur de la vengeance. Voici comment tout a commencé. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point notre communauté est internationale. Je m'appelle Amélie. À 26 ans, ma vie était une façade soigneusement construite, une illusion dorée que je m'efforçais de maintenir. Pour le monde extérieur, et surtout pour ma famille, j'étais une réussite. Chef de projet dans une prestigieuse maison de luxe à Paris, je naviguais dans un univers de deadlines serrés, de voyages d'affaires et de défilés de mode. Mon salaire, plus que confortable, me permettait de vivre dans un charmant 2 pièces dans le Marais, mais sa véritable fonction était de servir de bouée de sauvetage financière pour ma famille. Mes parents, Gérard et Sylvie, avaient pris une retraite anticipée, s'installant dans une coquette maison à Deauville. Ils aimaient dire qu'ils avaient bien géré leurs affaires, mais la vérité, c'est que je payais l'hypothèque depuis 2 ans. Chaque mois, une somme conséquente quittait mon compte pour assurer leur tranquillité en Normandie. Ma petite sœur, Chloé, de 3 ans ma cadette, vivait à Caen et se rêvait en influenceuse lifestyle. Un rêve coûteux que je finançais presque entièrement, son loyer, les mensualités de sa Fiat 500 rose poudrée, son appareil photo professionnel, et même les vêtements qu'elle présentait dans ses publications. Je ne le voyais pas comme un fardeau. Ou plutôt, je refusais de le voir ainsi. C'était mon rôle, ma responsabilité. J'étais l'aînée, celle qui avait réussi. J'étais la gardienne de nos souvenirs familiaux, des souvenirs que je chérissais et que je polissais dans ma mémoire jusqu'à ce qu'ils brillent d'une lueur parfaite, occultant la réalité de plus en plus sombre. Je me souvenais de mon père m'apprenant à faire du vélo dans les allées du parc, sa main stable sur ma selle, sa voix pleine de fierté. Je me souvenais de l'odeur de la forêt noire que ma mère préparait pour chacun de mes anniversaires. Ces images étaient mon refuge. Elles justifiaient tout. Elles justifiaient que les appels de mon père commencent invariablement par un « bonjour, ma princesse » et se terminent par la mention d'une « facture imprévue ». Elles justifiaient que ma mère, il y a à peine 3 mois, me demande 15 000 € pour des « rénovations de cuisine urgentes », une somme que j'ai virée sans poser de questions, pour apprendre plus tard par une story Instagram de Chloé qu'il s'était offert une croisière en Méditerranée. Même là, j'avais trouvé une excuse. Ils étaient fatigués. Ils le méritaient. La semaine précédant l'effondrement de mon monde, j'étais sur le point de conclure le projet le plus important de ma carrière. Nous étions en compétition féroce avec une marque rivale pour le lancement d'une nouvelle ligne de maroquinerie. J'ai travaillé sans relâche, des nuits blanches alimentées par le café et l'adrénaline. Le jour de la présentation finale, tout s'est déroulé à la perfection. Le client était ravi, mon patron m'a félicité chaleureusement. En rentrant chez moi ce soir-là, j'étais complètement vidée, mais portée par un sentiment de triomphe. J'ai appelé ma mère pour partager la bonne nouvelle. Elle m'a à peine écoutée, plus préoccupée par une fuite dans la toiture de leur véranda, me demandant si mon « bonus » pourrait couvrir les réparations. J'ai raccroché, un goût amer dans la bouche, et j'ai mis ça sur le compte de l'épuisement. C'est cette fatigue, je crois, cette brèche dans mes défenses, qui a permis à la maladie de s'infiltrer. Ça a commencé par des frissons, une toux sèche. Une simple grippe, me suis-je dit. Mais l'épuisement avait anéanti mon système immunitaire. En 48 heures, la grippe s'est transformée en pneumonie. Une nuit, je me suis réveillée en suffoquant, incapable de remplir mes poumons d'air. La panique, pure et glaciale. L'appel au SAMU, les visages flous des secouristes, les rues de Paris défilant à travers la vitre de l'ambulance, tout est un cauchemar confus. Le verdict des médecins a été brutal, pneumonie sévère, compliquée par un début de septicémie. Mon corps était en train de me lâcher.
Alors qu'on me transférait en soins intensifs, au milieu du balai des infirmières et du bip incessant des machines, je n'avais qu'une seule pensée, j'ai besoin de ma famille. J'ai demandé mon téléphone. Le premier numéro que j'ai composé fut celui de ma mère. Sa voix, quand elle a enfin répondu, était lointaine, agacée. Je lui ai expliqué, ma propre voix méconnaissable, entrecoupée de quintes de tout. Je m'attendais à de l'inquiétude, à des larmes, à la promesse d'arriver au plus vite. Au lieu de ça, il y eut un silence. Un silence pesant. Puis, les mots qui ont signé le début de la fin, « Oh, ma chérie. » Quel mauvais timing. Nous sommes à l'aéroport de Roissy. Que pouvait-il bien y avoir de plus urgent que sa propre fille au seuil de la mort? J'étais sur le point de la prendre de la manière la plus cruelle qui soit. À l'aéroport, ai-je réussi à murmurer, chaque mot une montagne à gravir. L'infirmière ajustait mon masque à oxygène, son visage empreint d'une sollicitude professionnelle qui contrastait cruellement avec l'indifférence à l'autre bout du fil. Mais, les médecins, ils ont dit que c'était très grave. Les prochaines 72 heures. On sait, ma chérie, on sait, m'a interrompu ma mère, sa voix empreinte d'une impatience à peine voilée. C'est juste que ce voyage en Martinique, on l'a réservé il y a des mois, tu comprends. Tout est non remboursable. Et ton père, il était si stressé ces derniers temps, il avait vraiment besoin de décompresser. Il y eut une pause, et je l'ai entendu chuchoter à quelqu'un à côté d'elle, probablement mon père, c'est Amélie. Oui, encore. Puis, revenant à moi, elle a ajouté avec une fausse légèreté qui m'a glacé le sang, on pensera très fort à toi, promis. Sois courageuse, hein? On t'appelle quand on atterrit. Elle a raccroché. Le silence dans la chambre est devenu assourdissant, seulement ponctué par le bip régulier du moniteur cardiaque qui mesurait les battements de mon cœur brisé. La Martinique. Ils partaient siroter des cocktails sur une plage de sable fin pendant que leur fille suffoquait dans une chambre d'hôpital aseptisée. Le mot « non remboursable » résonnait dans ma tête. Apparemment, ma vie, elle, était remboursable. Remplaçable. Moins importante qu'un billet d'avion. Ce n'était pas encore de la colère qui me consumait. C'était un chagrin si profond, si absolu, qu'il me laissait vide. La famille que j'avais idéalisée, celle pour laquelle je me sacrifiais, venait de mourir sous mes yeux. Les jours qui ont suivi ont été un long tunnel de douleur, de fièvre et de solitude. Les infirmières étaient mes seules visites, leurs gestes bienveillants les seuls contacts humains que je recevais. Mon téléphone, posé sur la table de chevet, était à la fois ma seule connexion au monde et ma source de torture. Car si ma famille ne m'appelait pas, elle était très active en ligne. Chloé a été la première à frapper. Une story Instagram. Une vidéo de ses pieds parfaitement manucurés s'enfonçant dans le sable blanc, avec l'océan turquoise en arrière-plan. La légende, paradis trouvé. Puis une photo, prise par mon père, ma mère et ma sœur, riant aux éclats, un paréo coloré noué autour de la taille, un verre à la main. Ma mère, Sylvie, a ensuite publié sur son propre compte Facebook un album entier intitulé « La belle vie sous les tropiques ». On la voyait poser fièrement dans un nouveau maillot de bain, avec le commentaire « 52 ans et toujours au top ». Pas un mot sur moi. Pas une pensée. Pour leurs amis, pour le monde, ils étaient une famille heureuse en vacances. J'étais leur secret honteux, leur fardeau laissé à Paris. Au 3e jour, le traitement a commencé à faire effet. La fièvre a baissé, et j'ai pu penser avec un peu plus de clarté. L'espoir, cette chose tenace et stupide, a refait surface. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris. Peut-être que si je leur expliquais ma peur, ma solitude. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblants. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial et j'ai écrit « Je vais un peu mieux, mais je suis encore très faible. Les médecins disent que je vais rester ici au moins une semaine de plus. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut venir? J'ai tellement peur, je suis toute seule. » J'ai appuyé sur « Envoyer », le cœur battant. La réponse de ma mère est arrivée 1 heure plus tard. 1 heure. Le temps pour elle de poster une photo de son assiette de langoustes grillées. Son message était une gifle en plein visage, « Arrête ton mélodrame, Amélie. Si tu peux envoyer des textos, c'est que ça va. »
On viendra quand tu nous paieras les billets retour et que tu nous rembourseras nos jours de vacances perdus. J'ai haleté, comme si on venait de me frapper à l'estomac. Rembourser leurs vacances. Payer leur retour. Ma vie avait un prix, et j'étais en train de le découvrir. Mais le coup de grâce n'était pas encore arrivé. Il est venu de ma propre sœur. La notification de Chloé s'est affichée juste en dessous de celle de ma mère. Le message était court. Dévastateur. NDR. Maman a raison. T'as toujours cherché l'attention. Peut-être que mourir te rendra enfin intéressante. L'emoji. Ce clin d'œil désinvolte à la fin de la phrase. C'est ce détail qui a tout fait basculer. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était du mépris. De la cruauté pure. Le chagrin s'est évaporé, consumé par une vague de rage brûlante. J'ai regardé l'écran, le bip du moniteur cardiaque semblant s'accélérer. Lentement, délibérément, j'ai fait une capture d'écran des 2 messages. Je les ai sauvegardés dans un dossier sécurisé. Puis j'ai regardé le plafond blanc de la chambre d'hôpital, et une clarté nouvelle s'est emparée de mon esprit. Une clarté froide, tranchante comme une lame de rasoir. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Quelle serait votre toute première réaction en lisant des messages pareils de votre propre famille? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si j'ai été la seule à réagir de cette façon. Il m'avait traité comme une transaction. Il m'avait donné mon prix. Très bien. La transaction était terminée. Le compte était clos. Et j'allais m'assurer qu'ils reçoivent la facture pour service non rendu. Les jours suivants, ma chambre d'hôpital s'est transformée en un bureau improvisé, un centre de commandement pour l'opération Terre brûlée. La fièvre avait laissé place à une colère froide qui aiguisait mon esprit. Chaque visite d'infirmière, chaque plateau repas insipide, chaque nuit blanche à écouter les bruits de l'hôpital ne faisait que renforcer ma résolution. Une amie chère, Claire, la seule personne que j'avais prévenue en dehors de ma famille, m'a apporté mon ordinateur portable et un chargeur. Elle a vu la lueur dans mes yeux et n'a pas posé de questions, me serrant simplement la main avec force avant de partir. Je me suis mise au travail avec une méthodologie quasi chirurgicale. La première étape était de couper les vivres. Je me suis connectée à mon application bancaire. La liste des virements permanents était un témoignage de ma stupidité passée. Loyer de Chloé, 650 €. Annulé. Remboursement du prêt auto de mon père, 400 €. Annulé. Argent de poche, de ma mère, 1000 €. Annulé. Et enfin, le plus important, le virement de 2200 € pour l'hypothèque de la maison de Deauville, prévu pour le 15 du mois. J'ai cliqué sur le bouton de suppression. Un sentiment de puissance grisant m'a envahi. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était le cordon ombilical toxique que je venais de sectionner. L'étape suivante fut la carte de crédit familiale. J'ai composé le numéro du service client. D'une voix que je me suis efforcée de rendre faible et tremblante, j'ai expliqué à une conseillère très compatissante que j'étais hospitalisée et que je venais de remarquer des transactions frauduleuses sur mon compte. D'où proviennent-elles, madame, a-t-elle demandé. Je crois que c'est en Martinique, ai-je murmuré. Mais c'est impossible, je suis clouée au lit à Paris. La carte a été bloquée en moins de 30 secondes. L'assurance allait même me rembourser les dernières dépenses extravagantes de mes chers parents. Ensuite, j'ai appelé Luc, mon avocat. Sa voix était chaude et pleine d'inquiétude. Je lui ai lu, mot pour mot, les messages de ma mère et de ma sœur. Il y eut un silence choqué à l'autre bout du fil, puis il a juré à voix basse. Amélie, ce sont des monstres. Dis-moi ce que tu veux faire. Absolument tout ce que tu veux, je m'en occupe. Mon testament, ai-je dit, ma voix soudainement dure. Je l'ai fait il y a 2 ans. Ils sont les uniques bénéficiaires. Je veux tout changer. Je veux que tout aille à des associations de protection de l'enfance. Bien, a-t-il répondu. Et la procuration que tu leur as signée? J'avais presque oublié. Une procuration générale que j'avais signée, au cas où, leur donnant accès à mes comptes si je devenais incapable. L'ironie était mordante. Révocation immédiate, ai-je ordonné.
Mais le véritable pouvoir que j'avais sur eux ne résidait pas dans ce que je leur donnais, mais dans la manière dont j'avais stupidement entrelacé nos vies financières. C'était là que se trouvait le véritable levier. La maison de Deauville était la pièce maîtresse. J'ai relu les documents que Luc m'avait envoyés par email. C'était clair comme de l'eau de roche, j'étais l'emprunteuse principale. Légalement, la responsabilité du prêt reposait sur mes épaules. J'ai appelé ma conseillère bancaire, une femme avec qui j'avais établi une bonne relation au fil des ans. Je lui ai expliqué ma situation de santé, le besoin urgent de simplifier mes finances et de me délester de toute responsabilité qui n'était pas directement la mienne. Je lui ai dit que je ne pouvais plus garantir le prêt pour la maison de mes parents. Elle a été compréhensive. La banque allait devoir réévaluer le prêt à leur seul nom. Connaissant leur dossier, je savais que c'était mission impossible. La procédure de saisie était inévitable. J'ai passé le reste de la journée à éplucher mes dossiers. L'abonnement Internet, le forfait de téléphonie mobile familiale, l'assurance habitation, tout était à mon nom. J'ai composé les numéros des services clients les uns après les autres, prétextant un déménagement à l'étranger, une séparation, n'importe quelle excuse plausible. Chaque contrat résilié était une brique de plus que j'enlevais de leur maison. Avant de fermer mon ordinateur, épuisée mais étrangement sereine, j'ai regardé une dernière fois une vieille photo de famille que j'avais en fond d'écran. Nous étions tous les 4 sur la plage de Deauville, il y a 10 ans. Nous sourions. J'ai fixé le visage de la jeune fille de 16 ans que j'étais, si pleine d'amour et de confiance. Une larme a roulé sur ma joue. Pas une larme de regret pour ce que je faisais, mais une larme de deuil pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. D'un clic droit, j'ai changé mon fond d'écran pour une photo de la tour Eiffel scintillante. Chaque clic était un pas de plus vers ma liberté. Ils ne le savaient pas encore, mais leur paradis tropical était sur le point de geler. Et ils allaient bientôt m'appeler pour se plaindre du froid. 10 jours après mon admission, j'ai quitté l'hôpital. J'étais plus mince, plus pâle, et je marchais avec la lenteur d'une personne âgée, mais une flamme nouvelle brûlait en moi. Mon amie Claire est venue me chercher, m'a installée dans mon appartement avec assez de provisions pour une semaine et m'a fait promettre de l'appeler au moindre problème. Pour la première fois depuis des années, la solitude ne m'effrayait pas, elle était un luxe, un havre de paix. J'ai passé 2 jours à dormir, à lire et à regarder des films, mon téléphone en mode silencieux. J'ai laissé le monde extérieur à sa place, attendant que la tempête que j'avais semée atteigne enfin les côtes de la Martinique. Le samedi soir, alors que je savourais une simple soupe de légumes qui avait le goût d'un festin, mon téléphone s'est mis à vibrer. Numéro masqué. J'ai décroché. C'était ma mère. Sa voix, habituellement si contrôlée, était stridente, au bord de l'hystérie. Amélie. Dieu merci, tu réponds. Il y a un problème avec la carte de crédit. Nous sommes au restaurant, un endroit très chic, et elle a été refusée. C'est une humiliation totale. Fais quelque chose, tout de suite. Je me suis délectée de sa panique. J'ai pris mon temps pour avaler une cuillerée de soupe. Bonsoir, maman. Je suis contente de voir que tu as retrouvé mon numéro. C'est étrange pour la carte. Vous avez essayé d'appeler la banque? Bien sûr qu'on a essayé. Sa voix a grimpé d'une octave. Ils ont dit que le compte était clos, qu'une fraude avait été signalée. C'est toi qui as fait ça? Dis-moi la vérité. Une fraude? Comme c'est curieux, ai-je dit avec une fausse innocence. C'est vrai que j'ai appelé la banque depuis mon lit d'hôpital pour leur dire que ma carte avait disparu et qu'il y avait des dépenses suspectes en Martinique. Je devais être confuse avec la fièvre. Mais je suis sûre que tout va s'arranger. Un silence pesant s'est installé. Je l'imaginais, le visage rouge de fureur, mon père à côté d'elle, blême. Puis, le masque est tombé. Amélie Cécile Dubois. Tu es une petite garce ingrate. Tu vas réactiver cette carte immédiatement ou je te jure que tu le regretteras. Nous sommes coincés ici sans un sou. Je croyais que vous aviez les moyens de vous offrir ce voyage, ai-je rétorqué. C'est ce que tes photos sur Facebook laissaient penser. Clic, j'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange d'adrénaline et de libération. 10 minutes plus tard, un autre appel, cette fois de Chloé. Elle ne s'est pas embarrassée de faux semblants.
Les insultes ont fusé dès que j'ai décroché. Espèce de folle. De psychopathe. Tu es fière de toi? On va se faire mettre dehors de l'hôtel. Tout ça parce que tu fais ton caprice. Un caprice, ai-je répété, ma voix soudainement glaciale. Tu appelles ça un caprice, le fait d'être seule aux soins intensifs pendant que ma propre sœur se moque de ma mort potentielle? Oh, ça va, c'était une blague. T'as aucun sens de l'humour, a-t-elle crié. Tu as raison, Chloé. Ma quasi-mort a un peu émoussé mon sens de l'humour. Au fait, comment s'appelle ce garçon avec qui tu faisais des massages en couple? Peut-être qu'il peut vous avancer l'argent. Elle a poussé un cri de rage et a raccroché. L'appel final est venu de mon père. Il a tenté la carte de la raison, de la manipulation douce. Ma petite princesse, c'est papa. Écoute, il y a eu beaucoup de tension. Ta mère est à bout, elle ne pense pas ce qu'elle dit. On a fait une erreur, on le reconnaît. On est terriblement désolé. S'il te plaît, sois raisonnable. Aide-nous juste à rentrer à la maison. On peut tout arranger. On est une famille, après tout. Une famille, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. C'est drôle, papa. Je ne me suis jamais sentie aussi peu en famille que la semaine dernière. Quant à être raisonnable, je crois que c'est la chose la plus raisonnable que j'ai jamais faite. Vous avez fait vos choix. Maintenant, assumez-en les conséquences. J'ai mis fin à l'appel. J'ai ensuite éteint mon téléphone. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais plus disponible pour eux. Je n'étais plus leur solution, leur plan de secours, leur filet de sécurité. J'étais juste Amélie. Et Amélie allait enfin commencer à vivre pour elle-même. Ils sont rentrés en France quelques jours plus tard, endettés et humiliés. Mais ils étaient loin de s'imaginer que le comité d'accueil que je leur avais préparé à Deauville serait bien pire que quelques nuits d'hôtel impayées. Leur retour a été silencieux. Pas un message, pas un appel. J'imaginais qu'ils ruminaient leur colère, planifiant sans doute une confrontation en face à face où ils pourraient déployer tout leur arsenal de culpabilisation et de manipulation. J'ai profité de ce répit pour reprendre des forces. J'ai recommencé à travailler à distance, rassurant mon patron sur mon état de santé. J'ai vu des amis, j'ai marché le long de la Seine, j'ai redécouvert le simple plaisir d'être en vie et en contrôle de ma propre existence. Puis, le lundi matin, une semaine après mon retour de l'hôpital, mon téléphone a sonné à cette heure précise. C'était ma mère. Sa voix n'était plus en colère. Elle était au-delà de ça. C'était une voix blanche, vide, le son de quelqu'un dont le monde vient de s'effondrer. L'électricité est coupée, Amélie. Le gaz aussi. Il n'y a pas d'eau chaude. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis assise sur mon lit, regardant le lever du soleil sur les toits parisiens. J'ai résilié les abonnements qui étaient à mon nom, maman. Je vous l'ai dit, je simplifie mes finances. Vous êtes des adultes, vous devriez pouvoir gérer ça vous-même. Il suffit d'appeler les fournisseurs et de souscrire de nouveaux contrats. Avec quel argent? Sa voix s'est brisée en un cri strident. Tu as bloqué la carte. Nous n'avons plus rien. Comment sommes-nous censés payer les dépôts de garantie? Comment sommes-nous censés vivre? C'est une excellente question, ai-je dit calmement. Vous auriez peut-être dû y penser avant de partir en vacances. Je suis sûre que vous trouverez une solution. J'ai raccroché. Ce n'était que le début de leur calvaire. 3 jours plus tard, la lettre recommandée de la banque est arrivée. Je le sais parce que mon père m'a laissé un message vocal, le premier depuis son appel de la Martinique. Sa voix était méconnaissable, celle d'un homme vaincu. Amélie, la banque, ils demandent le remboursement intégral du prêt sous 90 jours, ou ils saisissent la maison. S'il te plaît, appelle-moi. On ne peut pas perdre la maison. C'est tout ce que nous avons. J'ai effacé le message sans y répondre. C'est là que le siège a commencé. Ce n'était plus seulement du harcèlement, c'était une campagne coordonnée. Chloé a été la première à se présenter à mon immeuble. Elle a pleuré devant l'interphone pendant 1 heure, débitant des excuses apprises par cœur. Je suis tellement désolée, Amélie, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stressée, jalouse de ta réussite. Pardonne-moi, s'il te plaît.
C'était un spectacle pathétique. Quand j'ai refusé de la laisser monter, elle est partie en me traitant de « salope sans cœur ». Ma mère est venue le lendemain. Sa performance était plus subtile, plus travaillée. Elle ne pleurait pas, elle avait les yeux rougis, l'air d'une mère martyre qui avait veillé toute la nuit. Elle m'a parlé de ma naissance, des sacrifices qu'elle avait faits pour moi, de son amour inconditionnel. Je sais que nous t'avons blessée, ma chérie. Mais une mère peut faire des erreurs. L'important, c'est la famille. Tu ne peux pas nous jeter à la rue. Pense à ton père, son cœur est fragile. J'ai failli rire. Le cœur fragile de mon père ne l'avait pas empêché de jouer au golf pendant que j'étais en septicémie. Votre situation est la conséquence directe de vos actions, ai-je répondu froidement. Apprenez à vivre avec. Mon père est venu en dernier. Il n'a ni pleuré ni supplié. Il a essayé de me raisonner, comme si nous étions dans une négociation commerciale. Il avait apporté un dossier avec des relevés bancaires, des estimations immobilières. Il a parlé de logique financière, de préserver le patrimoine familial. Le patrimoine familial, ai-je demandé, ma voix suintant le sarcasme. Le patrimoine que j'ai payé ? Le patrimoine pour lequel vous n'avez jamais cotisé un centime depuis des années ? Son visage s'est décomposé. Mais nous sommes une famille, a-t-il répété, le dernier refuge des manipulateurs. Non, ai-je dit, et cette fois, je le pensais du plus profond de mon âme. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez embarqué dans cet avion. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Leurs tentatives pitoyables ont échoué. J'ai bloqué leur numéro. J'ai dit aux gardiens de ne plus jamais les laisser s'approcher de l'entrée. Mais je savais que ce n'était pas fini. J'avais gagné la bataille financière. Mais la guerre, la vraie guerre, celle pour ma réputation et ma tranquillité d'esprit, ne faisait que commencer. Privés d'accès direct à moi et à mon argent, ils ont changé de stratégie. Leur objectif n'était plus de me récupérer, mais de me détruire. La campagne de diffamation a commencé de manière insidieuse, puis a pris une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. L'assaut le plus direct et le plus humiliant a eu lieu sur mon lieu de travail. Mon père et ma mère, profitant d'un moment d'inattention de l'accueil, ont réussi à s'introduire dans les bureaux. Ils m'ont attendu près de l'ascenseur, et quand je suis sortie pour ma pause déjeuner, ils m'ont acculée. Mon père a commencé à plaider, sa voix forte pour que mes collègues à proximité puissent entendre. « Amélie, ma fille, pourquoi nous fais-tu ça ? Nous t'aimons, nous sommes juste inquiets pour toi. » Ma mère, enchaînant parfaitement, a sorti un mouchoir et a commencé à sangloter, elle n'est plus elle-même depuis sa maladie. Elle nous rejette. C'était une scène de théâtre macabre, conçue pour me faire passer pour une fille ingrate et mentalement instable. Mes collègues regardaient, gênés et curieux. J'ai senti le rouge me monter aux joues, un mélange de fureur et d'humiliation. Mais la jeune femme tremblante de l'hôpital avait disparu. À sa place se tenait une femme qui n'avait plus rien à perdre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le numéro de la sécurité du bâtiment. D'une voix forte et claire, j'ai dit « Bonjour, je suis Amélie Dubois, du 14e étage. 2 personnes qui me harcèlent et qui font l'objet d'une interdiction d'approcher se trouvent actuellement dans le hall. Veuillez les escorter à l'extérieur. » Leur visage s'est décomposé. L'arrivée des agents de sécurité, grands et imposants, a mis fin à leur spectacle. Alors qu'ils étaient raccompagnés vers la sortie sous le regard de tout le bureau, ma mère a hurlé « Tu le regretteras, Amélie. La famille, c'est sacré. » Cet incident est devenu une légende au bureau, mais au lieu de nuire à ma réputation, il a suscité une vague de sympathie à mon égard. Chloé, de son côté, a utilisé son arme de prédilection, les réseaux sociaux. Elle a publié une longue vidéo en pleurs sur Instagram et TikTok. Elle y racontait une version complètement déformée de l'histoire. Elle parlait d'une sœur aînée qui avait toujours été fragile émotionnellement, que le succès avait changé, et que sa grave maladie avait déclenché une crise paranoïaque. Elle a supplié ses followers de ne pas me juger, affirmant que sa famille essayait désespérément de l'aider. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Mais elle avait oublié un détail, mes amis. L'un après l'autre, ils ont commencé à commenter et à faire leurs propres vidéos en réponse. Claire a publié une photo d'elle à mon chevet à l'hôpital avec la légende
voici la crise paranoïaque d'Amélie. Bizarrement, sa famille était trop occupée à poster des photos de plage pour être là. #soutien Amélie. D'autres amis ont partagé des captures d'écran des publications de vacances de ma famille. En moins de 24 heures, le hashtag soutien Amélie était en tendance, et Chloé a été forcée de supprimer sa vidéo sous un déluge de critiques. La tentative la plus vicieuse est venue de ma mère. Sachant que ma relation avec Luc devenait sérieuse, elle a mené sa petite enquête et a trouvé le numéro de sa mère, Martine. Elle l'a appelée, se faisant passer pour une mère au cœur brisé. Elle a raconté à Martine que j'étais une manipulatrice née, que j'avais une longue histoire de problèmes psychiatriques et que j'étais en train d'isoler Luc de sa propre famille. Heureusement, Martine était une femme de caractère. Elle a écouté patiemment le monologue venimeux de Sylvie, puis a répondu d'une voix glaciale. « Madame, je ne sais pas quel est votre problème, mais j'ai rencontré votre fille. Et la seule personne qui semble avoir besoin d'aide ici, c'est vous. N'appelez plus jamais sur cette ligne. » Martine m'a tout raconté, non pas pour m'inquiéter, mais pour me montrer qu'elle était de mon côté. Mais l'escalade n'était pas terminée. La dernière attaque n'était pas dirigée contre moi, mais contre la seule chose pure et innocente dans ma vie, mon chien, Biscotte. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte. À l'intérieur, une photo de Biscotte que j'avais postée sur Instagram, imprimée en mauvaise qualité. Au dos, écrit au feutre rouge, un seul mot, attention. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus du harcèlement. C'était une menace. Ils avaient franchi la ligne ultime. Ils avaient menacé mon chien. Ils venaient de transformer ma quête de liberté en une guerre totale. La photo de Biscotte avec le mot « attention » a été l'électrochoc final. Toute trace de pitié ou d'hésitation que j'aurais pu encore nourrir s'est évaporée. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Luc, la photo posée entre nous. Son visage, habituellement si calme, était dur comme la pierre. « C'en est trop », a-t-il dit. Ce n'est plus du harcèlement, c'est de l'intimidation, une menace à peine voilée. Nous allons demander une ordonnance restrictive d'éloignement. Et nous allons gagner. L'audience au tribunal des affaires familiales a été une parodie de justice de leur part. Ils sont arrivés vêtus de couleurs sombres, l'air accablé de chagrin. Ma mère avait même un chapelet à la main. Ils ont joué la comédie de leur vie, se décrivant comme des parents aimants, désemparés face à la dépression post-traumatique de leur fille. Ils ont parlé de mon comportement erratique, de mon isolement, de leur tentative maladroite mais bienveillante pour renouer le contact. Ils ont pleuré. C'était presque convaincant. Puis ce fut notre tour. Luc n'a pas élevé la voix. Il a simplement présenté les faits, un par un, avec une précision chirurgicale. Les relevés bancaires montrant des années de dépendance financière. Les captures d'écran des messages envoyés alors que j'étais en soins intensifs. Le rapport de sécurité de mon immeuble de bureau. La capture d'écran de la publication Instagram de Chloé. Le témoignage écrit de Martine sur l'appel diffamatoire de ma mère. Et enfin, comme pièce maîtresse, il a présenté la photo de Biscotte sous scellé. J'ai été appelée à la barre. J'ai regardé le juge, puis j'ai regardé mes parents et ma sœur pour la première fois depuis des mois. J'ai vu de la haine dans leurs yeux, mais aussi de la peur. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix stable. Je ne suis pas ici pour parler de sentiments. Je suis ici pour parler de faits. Le fait est que ma famille m'a abandonné au pire moment de ma vie. Le fait est que lorsque j'ai coupé le soutien financier qui était ma seule valeur à leurs yeux, ils se sont transformés en harceleurs. Le fait est qu'ils ont menacé mon emploi, ma réputation, et même la sécurité de mon animal de compagnie. Je ne suis pas instable. Je suis une survivante. Et aujourd'hui, je vous demande simplement la protection de la loi pour pouvoir continuer à survivre en paix. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive sans délibérer. 500 mètres. Interdiction de contact de quelque nature que ce soit. Pour une durée d'1 an, renouvelable. En sortant du palais de justice, je me sentais plus légère que jamais. Un chapitre de ma vie venait de se clore. Et comme si l'univers voulait confirmer que j'avais pris la bonne décision, c'est cette semaine-là que tout a changé professionnellement. J'ai reçu un appel d'un chasseur de tête de renom.
Le projet que j'avais finalisé juste avant ma maladie avait fait grand bruit dans le milieu de la mode. La marque concurrente pour laquelle je l'avais menée en tant que consultante externe avait été tellement impressionnée qu'elle voulait me recruter. Pas en tant que chef de projet. Il me proposait le poste de directrice de l'innovation, avec une place au comité exécutif, un salaire qui me faisait tourner la tête et des stock options. J'ai accepté. La semaine même où je signais mon nouveau contrat, dans un bureau d'angle avec une vue imprenable sur Paris, j'ai reçu un appel de mon cousin Sébastien. Sa voix était basse, presque honteuse. Amélie, je crois que tu devrais savoir. La maison de Deauville a été vendue aux enchères hier. Ils ont tout perdu. Tante Sylvie et oncle Gérard vivent dans une chambre qu'ils louent chez une vieille dame. Chloé est retournée vivre avec eux. Apparemment, l'ambiance est invivable. Je l'ai remercié pour l'information. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Je ne ressentais aucune joie, aucune tristesse. Juste la certitude absolue que chaque décision que j'avais prise, aussi douloureuse soit-elle, m'avait mené exactement là où je devais être. Leur monde s'était effondré. Le mien ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction et de découverte. Libérée du poids financier et émotionnel de ma famille, c'est comme si je respirais un air nouveau. Mon travail de directrice de l'innovation était tout ce dont j'avais toujours rêvé. J'avais carte blanche pour créer, innover, bousculer les codes. Mon équipe était brillante, l'énergie était électrique. Je me suis plongée dans ce nouveau rôle avec une passion dévorante, non plus pour prouver ma valeur à qui que ce soit, mais pour le simple plaisir de construire quelque chose de beau et de durable. Mon succès n'était plus une source d'obligation, mais une source de fierté personnelle. Ma vie privée s'est elle aussi épanouie. Luc et moi avons emménagé ensemble dans un appartement lumineux près du parc Monceau. Notre relation, née dans la crise, s'est révélée être d'une solidité à toute épreuve. Il était mon roc, mon confident, mon plus grand supporter. Mais la plus grande révélation a été sa famille. Sa mère, Martine, est devenue pour moi la figure maternelle que je n'avais jamais vraiment eue. Elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles, m'invitait à déjeuner sans raison particulière, m'écoutait avec une attention sincère. Les dîners du dimanche chez ses parents sont devenus mon rituel préféré. C'était un chaos joyeux, rempli de rires, de débats animés et d'une affection palpable. J'observais leurs interactions, fascinée. C'est donc ça, une vraie famille. Un endroit où l'on est aimé pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on peut donner. Les nouvelles de mon autre famille me parvenaient sporadiquement, comme des échos d'un monde lointain. Sébastien m'appelait de temps en temps, se sentant comme un chroniqueur malgré lui de leur déchéance. Chloé, m'a-t-il dit, avait été licenciée de son emploi chez Zara. Apparemment, son attitude méprisante envers les clients et ses retards constants avaient eu raison de la patience de son manager. Elle essayait désespérément de relancer sa carrière d'influenceuse, postant des photos d'elle dans des cafés parisiens, prétendant vivre une vie de bohème chic. Mais le cœur n'y était plus. Ses followers stagnaient, et les commentaires étaient souvent moqueurs. Elle vivait au crochet de mes parents, dans leur chambre louée, ajoutant de la tension à une situation déjà explosive. Mon père, Gérard, avait trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin bricomarché. Il passait ses journées à porter des sacs de ciment et à conseiller des clients sur le bon type de cheville. Lui qui aimait en parler de ses investissements et de sa vision des affaires, était maintenant un simple employé de magasin. Sébastien m'a dit qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans, le dos voûté, le regard éteint. Quant à ma mère, Sylvie, elle avait trouvé un travail dans un centre d'appel. Elle passait 8 heures par jour à réciter un script pour vendre des assurances-vie, subissant les refus et parfois les insultes des gens qu'elle dérangeait. Elle qui avait passé sa vie à cultiver une image de femme du monde, élégante et oisive, était maintenant réduite à un travail anonyme et répétitif. Les disputes avec mon père étaient, paraît-il, quotidiennes et violentes, tournant toujours autour du même sujet, l'argent. J'écoutais ces récits avec un détachement presque clinique. La colère avait disparu, laissant place à un vide immense.
Ces gens, qui avaient défini toute ma vie, n'étaient plus que des personnages dans une histoire triste qui ne me concernait plus. La nouvelle la plus choquante est arrivée 1 an après le jugement. Sébastien a appelé, sa voix encore plus basse que d'habitude. Amélie, il faut que je te dise quelque chose sur tante Sylvie. Elle a été arrêtée. Mon estomac s'est noué. Arrêtée? Mais pourquoi? Vol à l'étalage, a-t-il soufflé. Dans un Monoprix. Elle a essayé de voler du maquillage de luxe et un morceau de comté affiné. L'image était si pathétique, si grotesque, que j'ai presque eu un rire nerveux. Quand la sécurité l'a interpellée, elle a fait une crise de nerfs monumentale. Elle a crié que c'était de ta faute, que tu l'avais mise à la rue et que tu l'avais forcée à devenir une voleuse. L'histoire a fait quelques lignes dans la rubrique des faits divers du journal local. Le titre était simple, une quinquagénaire blâme sa fille après son arrestation pour vol. Même dans l'humiliation la plus totale, elle était incapable de la moindre introspection. J'étais et je resterai à jamais la cause de tous ces maux. En raccrochant, une tristesse inattendue m'a envahi. Ce n'était pas de la pitié pour elle. C'était le deuil final de la mère que j'aurais aimé avoir. La mère qui aurait été fière de moi, qui m'aurait soutenue. Cette mère-là n'avait jamais existé. Et je devais enfin l'accepter. 2 ans après avoir frôlé la mort, j'ai célébré la vie de la plus belle des manières. Luc et moi nous sommes mariés. Nous avons choisi de ne pas faire une grande fête à Paris, mais une cérémonie intime, dans un mas provençal entouré de champs de lavande. La liste des invités était courte, composée uniquement des personnes qui comptaient vraiment, nos amis les plus chers, qui m'avaient soutenu sans faille, et la famille de Luc, qui était devenue la mienne. Le soleil de Provence brillait, l'air embaumait le thym et le romarin. C'était une journée parfaite. L'ordonnance restrictive avait expiré. Dans le tourbillon des préparatifs du mariage, je n'y avais même pas pensé. J'avais baissé ma garde, persuadé qu'ils avaient enfin compris et qu'ils étaient passés à autre chose. J'avais tort. Chloé, grâce à des comptes anonymes, avait suivi les publications de mes amis et avait découvert le lieu et la date de la cérémonie. Alors que Luc et moi échangions nos consentements sous une arche fleurie, une agitation a éclaté à l'entrée du domaine. J'ai tourné la tête et mon cœur s'est arrêté. C'était elle. Chloé. Elle était habillée de manière inappropriée, trop maquillée, et elle se débattait furieusement avec les 2 agents de sécurité que nous avions engagés, plus par formalité que par réelle nécessité. Avant qu'ils ne puissent la maîtriser, elle a pris une grande inspiration et a hurlé, sa voix déchirant la sérénité de l'instant. Elle n'est même pas vraiment malade. C'est juste une comédienne qui cherche l'attention. Elle vous manipule tous. Un silence de mort est tombé sur l'assemblée. Tous les visages étaient tournés vers moi. J'ai senti le sang quitter mes joues. Pendant 1 seconde, j'ai été de nouveau cette petite fille sans défense, humiliée devant tout le monde. Mais Luc a serré ma main, son contact me ramenant au présent. Et puis, Martine, ma belle-mère, s'est levée. Elle a traversé l'allée d'un pas décidé, s'est plantée devant moi et a fait face à nos invités. D'une voix forte qui ne tremblait pas, elle a déclaré, « La seule comédie que je vois aujourd'hui est celle d'une jeune femme rongée par la jalousie, incapable de supporter le bonheur de sa propre sœur. Nous ne la laisserons pas gâcher cette journée. » La cérémonie continue. Un murmure d'approbation a parcouru l'assistance, suivi d'applaudissements chaleureux. Les agents de sécurité ont emmené une Chloé vociférante et pathétique. Martine s'est tournée vers moi, a essuyé une larme que je n'avais pas senti couler sur ma joue et m'a prise dans ses bras. « Ma chérie », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Nous sommes ta famille maintenant. Personne ne te traitera plus jamais comme ça. » Et c'est là, dans les bras de ma belle-mère, au milieu de mon propre mariage, que j'ai enfin laissé tout sortir. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la famille que je n'avais jamais eue. J'ai pleuré pour la petite fille en moi qui avait passé sa vie à chercher une approbation qui ne viendrait jamais. J'ai pleuré pour tout l'amour gaspillé. Et en pleurant, j'ai senti le dernier maillon de la chaîne qui me retenait au passé se briser. J'étais enfin, complètement, totalement libre. Quelques mois plus tard, un dernier fantôme est apparu. J'étais au rayon fruits et légumes d'un supermarché parisien quand j'ai entendu une voix cassée m'appeler. C'était mon père. Il avait l'air si différent. Les cheveux grisonnants, les épaules affaissées, vêtu d'un anorak usé.
Il tenait un panier contenant une baguette et une brique de soupe. Le contraste avec l'homme arrogant qui jouait au golf en Martinique était saisissant. Il s'est approché timidement. « Amélie, tu as l'air bien. Tu as l'air heureuse. »« Je le suis », ai-je répondu, sans agressivité, simplement en constatant un fait. Il a fixé le sol pendant un long moment. « Je voulais te dire. Je sais. Je sais que nous avons tout gâché. Que j'ai tout gâché. J'ai été un lâche. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû être un père. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne te demande pas de nous pardonner. C'est impossible. Mais je voulais que tu saches que je comprends, maintenant. Je comprends ce que nous avons perdu. » C'était la seule excuse que j'entendrai jamais. Et elle venait de la personne la moins coupable, mais la plus faible. J'ai hoché la tête. « Merci de dire ça, papa. » Puis j'ai poussé mon caddie et je suis partie, sans me retourner. La pitié que je ressentais n'était pas suffisante pour construire un pont sur les ruines de notre relation. Il était temps de le laisser à son histoire, et de continuer à écrire la mienne. Aujourd'hui, j'approche de la trentaine. Ma vie est à la fois ordinaire et extraordinaire. Ordinaire dans sa routine paisible, les matins avec Luc où nous nous disputons gentiment pour savoir qui promènera Biscotte, les journées de travail intenses mais passionnantes, les soirées passées à cuisiner ensemble ou à regarder un film. Extraordinaire dans la profondeur de sa sérénité. J'ai mis des années à comprendre que le bonheur n'est pas dans les grands feux d'artifice, mais dans l'absence de drame, dans la tranquillité d'un esprit en paix. Parfois, lorsque je suis assise sur notre balcon qui surplombe les toits de Paris, je laisse mon esprit vagabonder. Je pense à cette jeune femme de 26 ans, clouée à un lit d'hôpital, le corps et le cœur en miettes. Je ressens encore l'écho de sa solitude, de sa peur, de sa profonde désillusion. Je vois son doigt tremblant appuyé sur le bouton pour prendre une capture d'écran, un geste minuscule qui fut en réalité un acte de rébellion sismique, le premier pas vers sa propre libération. Je ne la plains pas. Je l'admire. J'admire son courage, la force qu'elle a trouvée dans les décombres de sa vie pour se relever et se reconstruire, brique par brique. Et je lui souris, reconnaissante, car sans sa douleur, sans sa décision de dire « stop », la femme que je suis aujourd'hui n'existerait pas. La société nous enseigne que la famille est un pilier intouchable, que les liens du sang exigent une loyauté inconditionnelle. J'ai appris à mes dépens que c'est un mensonge dangereux. La loyauté, comme le respect, se mérite. Elle ne peut être exigée. La vraie famille, ce n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on se construit. Ce sont les amis qui répondent au téléphone à 3 heures du matin. C'est la belle-mère qui vous défend avec la férocité d'une lionne. C'est le mari qui vous regarde comme si vous étiez un miracle. Ma famille, aujourd'hui, est un jardin que je cultive avec soin, arrosé d'amour, de confiance et de respect mutuel. Et l'autre famille ? Ils sont devenus des fantômes, des personnages d'un livre que j'ai refermé depuis longtemps. Je sais, par mon cousin, qu'ils vivent toujours dans leur précarité, s'accusant mutuellement de leur malheur. Ils n'ont jamais changé, jamais évolué. Ils sont restés piégés dans leur propre toxicité. On me demande parfois si je leur ai pardonné. La réponse est complexe. Je ne ressens plus de colère, plus de haine. Ces émotions sont des poisons qui ne blessent que celui qui les porte. Mais pardonner signifierait oublier, excuser. Et je ne peux pas. Non pas par rancune, mais par autopréservation. Pardonner serait trahir la jeune femme que j'étais, celle qui a dû se battre pour survivre. Alors non, je n'ai pas pardonné. J'ai accepté. J'ai accepté qu'ils sont ce qu'ils sont, et qu'ils ne feront plus jamais partie de ma vie. C'est une paix différente du pardon, peut-être plus triste, mais tout aussi libératrice. La meilleure vengeance, j'en suis convaincue, n'est pas de détruire la vie de ceux qui vous ont blessé. C'est de construire la sienne si magnifiquement que leur absence devient un détail insignifiant, un simple bruit de fond dans la symphonie de votre bonheur. C'est de leur montrer, non pas par des mots, mais par votre épanouissement, tout ce qu'ils ont perdu non pas en termes d'argent, mais en termes d'amour, de soutien et de joie. Ceci est mon histoire. Je l'ai partagée avec vous, non pas pour étaler ma douleur, mais pour allumer une petite lumière d'espoir pour quiconque se sent piégé dans une relation toxique, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse.
J'espère qu'elle vous rappellera votre propre force, votre propre valeur. Et vous, avez-vous déjà dû faire un choix aussi radical pour vous préserver? Avez-vous une histoire de famille compliquée que vous aimeriez partager, ou un message de soutien pour d'autres qui traversent une épreuve similaire? Racontez-nous dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont importantes, et parfois, le simple fait de les partager peut être le premier pas vers la guérison. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus de récits de vie qui, nous l'espérons, vous donneront de la force et vous rappelleront que vous n'êtes jamais seul.